Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de l'Échiquier International. Tout de suite, nous allons voir les détails de sujets sur lesquels nous allons nous axer aujourd'hui. La résolution algérienne confrontée au veto américain, la décision plombe les espoirs des pays qui ont appuyé la démarche algérienne. Une décision qui prolonge la souffrance des Palestiniens et va à l'encontre des droits humanitaires. Ce veto est finalement une carte blanche offerte à l'entité sioniste pour poursuivre son massacre à Gaza. De son côté, l'Algérie est plus que jamais décidée à poursuivre son action, à faire entendre la voix de la Palestine auprès des instances internationales et, pourquoi pas, obtenir un cessez-le-feu. De son côté, comme je le disais, l'Algérie, les États-Unis, à leur tour, ont démontré le double standard de leur discours et que ce qui arrive aujourd'hui aux Palestiniens est cautionné par leurs soins et exécuté par l'entité sioniste. Tout de suite, les développements. Alors, pour en parler ce soir, nous accueillons avec beaucoup de plaisir Riyad Sidaoui, directeur du Centre arabe de recherche à Genève. Monsieur Riyad Sidaoui, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Merci à vous. Bonsoir. Gamal Abina, expert en questions internationales, est avec nous en direct donc par Skype depuis Paris. Il est expert en questions internationales, comme je le disais. Gamal, bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Alors, le veto, et c'était prévisible, est là pour bloquer la résolution ou le texte de loi qui a été proposé par l'Algérie et plusieurs autres pays qui sont soucieux d'abréger la souffrance des Palestiniens. Mais ce veto vient comme une signature qui s'impose pour prolonger cette souffrance. Riyad Sidaoui, que faut-il en penser ? Moi, je pense que l'Algérie a bien réussi à isoler totalement les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique sont seuls, même leurs alliés traditionnels, en l'occurrence la France ou la Grande-Bretagne, qui souvent votent comme les États-Unis d'Amérique. La France a voté oui pour la résolution algérienne, la Grande-Bretagne, abstention. La Suisse, par exemple, un pays occidental aussi, a critiqué la position américaine implicitement. La Suisse a souhaité voter oui, que cette résolution passe. D'autres pays, évidemment. Donc, les États-Unis d'Amérique, à mon avis, c'est la première fois qu'ils sont trouvés totalement isolés, sans alliés, et tout le bloc est avec l'Algérie et avec la résolution algérienne. Donc, l'Algérie a réussi un coup diplomatique, a réussi depuis le 1er janvier, l'Algérie est un membre non permanent du Conseil de sécurité, a réussi à passer le message, voilà, vous êtes seuls les Américains qui défendez un pays qui a bafoué le droit international, qui a violé toutes les règles humanitaires. Il y a un consensus maintenant, il y a un consensus aujourd'hui. Commençons par le secrétaire général de l'ONU, M. Guterres, l'UNICEF, l'Organisation mondiale de la santé, la Cour internationale de la justice, bientôt la Cour pénale internationale, et ces manifestations, même que les médias occidentaux sont manipulés souvent par des lobbies sionistes, mais on voit des Européens et des Américains qui se manifestent dans les rues parce que c'est une cause juste. Nous sommes face à un génocide. Alors l'Algérie a bien réussi à isoler les États-Unis d'Amérique qui se trouvent dans une position très, très, très fragile. Aujourd'hui, à mon avis, les Américains ne peuvent plus donner des leçons de droits de l'homme, ne peuvent plus donner des leçons de respect des droits internationaux et de respect des droits de l'homme. Tout ça est fini. L'Algérie a réussi à dévoiler la position américaine. Donc, c'est un succès diplomatique pour l'Algérie, mais malheureusement, la résolution n'a pas passé et le peuple palestinien continue à souffrir. Les efforts algériens sont toujours à pied d'œuvre en tous les cas. C'est ce qu'a déclaré le représentant de l'Algérie auprès des Nations Unies, Ammar Benjama. Gamal Abina, les Américains ont imposer leur veto ou opposer leur veto pour qu'une telle résolution ne voit pas le jour. Bien sûr, les Américains estiment que cette résolution, et je cite, mettrait en danger les négociations diplomatiques délicates sur le terrain qui visent à obtenir une trêve et une nouvelle libération d'otages. De quelle négociation parle-t-on alors que tout est bloqué, Gamal ?
C'est une négociation qui simplement va dans le sens de l'entité sioniste. Ils veulent libérer, soi-disant, les otages. Alors il faut se rappeler que c'est des militaires qui ont été faits prisonniers. On pouvait parler d'otages avec la première salve de prisonniers qui étaient les civils, mais là c'est des militaires. Donc ce sont des prisonniers de guerre et pas des otages. Mais ils veulent faire croire qu'il y ait une négociation sous-main pour rapprocher le Hamas d'un côté, les sionistes de l'autre, alors qu'ils ne veulent pas entendre parler du Hamas, l'Égypte qui est à la manœuvre avec évidemment le Qatar, donc les pays de la région, et ils voudraient faire croire qu'il y aurait une solution négociée pour libérer ces fameux prisonniers de guerre en contrepartie d'une trêve qui durerait 6 semaines. Le problème, c'est que si elle dure 6 semaines la trêve, ça n'empêchera pas les sionistes d'exterminer la totalité de ce qu'ils appellent le Hamas, en l'occurrence les Palestiniens, puisqu'ils ne font pas de différence, de bombarder massivement et de massacrer. Quant aux États-Unis, ils ne sont pas complices. J'entends souvent ce genre d'erreur d'analyse. Les États-Unis ne sont pas complices, ils sont créateurs de cette entité, d'abord les Français et les Anglais, et puis évidemment les États-Unis, qui soutiennent à plein régime ce régime, parce qu'ils sont encore plus sionistes que les sionistes. Ce que je veux dire par là, je veux dire, le rêve des sionistes, c'est de créer un État juif. Sauf que les États-Unis n'entendent pas comme ça. Le rêve des États-Unis, c'est d'avoir une force dans la région qu'ils contrôlent à distance au motif qu'ils seraient sionistes. Mais le sionisme, ce n'est pas une idéologie liée à la religion juive, c'est faux. Oui. Puisque c'est les chrétiens qui sont majoritairement sionistes. Le sionisme, c'est une idéologie occidentale qui est une nouvelle croisade qui ne dit pas son nom. Donc ils ont trouvé un moyen pour y retourner, ils cherchent à y rester de force. Les États-Unis ont une base avancée dans la région, puisque c'était ça le sionisme. Et aujourd'hui, eh bien, quand on voit que l'Algérie met en exergue le droit, donc le droit devrait faire force de loi, on oppose immédiatement la force armée américaine qui fait loi. La différence est là. Donc il y a un État voyou, un rogue state, comme disaient les Américains, c'est eux, l'État voyou, qui ne respecte pas les résolutions, qui ne respecte pas évidemment leurs propres fondements, à savoir, ils ont fondé au mois de juin 1945 l'ONU pour faire un conseil de sécurité qui était destiné effectivement à assurer la sécurité du monde, et ils utilisent un système dictatorial qui est le droit de veto. Il y en a 5 qui ont ce droit-là, sur les 15 membres. Il y a 5 membres permanents qui ont le droit de veto et les 10 autres qui ne l'ont pas. Eh bien, ils utilisent ce système-là pour imposer leur desiderata, pour imposer leur Pax Americana. On l'a vu en 2003 déjà, et on le revoit à nouveau. Ça fait déjà 75 ans que les États-Unis systématiquement opposent un droit de veto pour protéger leur créature qu'ils appellent Israël, leur créature parfaitement fabriquée par eux-mêmes, puisque c'est eux qui alimentent en armes et en hommes, et qui alimentent évidemment de façon financière, qui soutient à plein régime ce régime sioniste, parce qu'ils sont incapables de tenir tout seuls. Très bien. Alors, comme vous le disiez, donc je me tourne vers vous, Riyad Sidawi. Les États-Unis ont prétexté, parce que c'est vraiment le cas, que le texte, ils voudraient la résolution ou le texte qui a été proposé par l'Algérie peut-être menacerait le grand texte que eux ils proposent, à savoir il évoque un cessez-le-feu temporaire à Gaza dès que la situation le permettra. Je ne sais pas quand est-ce que cette situation va le permettre, et sur la base d'une formule incluant la libération de tous les otages, qu'on vient de le dire, Gamal Abina. Le texte algérien, lui, qu'est-ce qu'il propose? Il propose tout simplement qu'il y ait un cessez-le-feu, c'est la première des conditions, que la situation humanitaire donc soit débloquée, que toutes les parties, qui soient respectées par toutes les parties. Il s'oppose également, et ça c'est le point très important, au déplacement forcé de la population civile palestinienne, de plus en plus évoqué, puisque de toute façon, ils sont tous retranchés à Rafah, et on veut en plus qu'ils quittent Rafah pour aller où, monsieur Sidawi? Alors, deux textes complètement différents. Finalement, on est face à un certain autisme de la communauté internationale. Je ne dirais pas la communauté internationale, mais les États-Unis qui finalement cautionnent tout ce que fait l'entité sioniste. Absolument. Maintenant, je pense qu'il faut être franc. La diplomatie aujourd'hui ne peut pas nous garantir de dire la vérité. D'abord, les États-Unis d'Amérique sont entrés réellement dans la guerre à côté de l'entité sioniste. Ce qu'ils font au Yémen et le bombardement du Yémen ou de la Syrie ou de l'Irak, c'est en fait aider et faire la guerre avec l'entité sioniste. Donc, il faut le dire, hein, les États-Unis d'Amérique sont en guerre contre l'axe de résistance, contre tous ceux qui ont aidé ou qui essaient d'aider et soutenir Gaza. D'ailleurs, dès les premiers jours, les Américains ont envoyé leur porte-avions Eisenhower et leur porte-avions Ford afin de stopper toute intervention massive de Hezbollah. Et ils l'ont bien dit, ils l'ont bien expliqué. Certes, après quelques semaines, ils sont retirés, mais les Américains, déjà, ils sont dans la guerre. Il faut dire ça à l'opinion publique arabe ou à l'opinion publique internationale. Ils sont en guerre
avec Israël dans un même front contre l'axe de résistance. Donc, on ne peut pas attendre des États-Unis d'Amérique qu'ils soient un juge, un arbitre qui va arbitrer ce conflit. Non, les États-Unis d'Amérique font partie de ce conflit et sont alliés à l'entité sioniste. Ils ont présenté une résolution au début au sein du Conseil de sécurité qui accuse la résistance palestinienne et qui innocente Israël, mais là, il y a eu le veto russe et le veto chinois. Il faut saluer la Chine et la Russie qui ont utilisé un double veto contre une résolution américaine. Et je pense cette fois-ci aussi, on va avoir un veto russe et un veto chinois contre le projet américain. Parce que maintenant tout est clair pour tout le monde. Hein. Les Américains ne sont pas neutres, ne sont pas objectifs dans cette guerre. Ils ont pris parti. Ils sont, eux, déjà en guerre. Oui, très bien, Liat Sidaoui. Gamal Abina, alors, on a vu qu'à chaque fois qu'une résolution, un texte est proposé pour arriver à un cessez-le-feu, eh ben, il rencontre l'opposition des États-Unis. Heureusement que la Grande-Bretagne s'est donc abstenus de voter. On ne sait pas comment on peut expliquer ça. Peut-être qu'ils n'ont pas voulu trop se mouiller. Toujours est-il que les États-Unis, ils ont prévenu que ce texte n'était pas acceptable. Nous ne pensons pas qu'il améliorerait la situation sur le terrain. Donc si cette résolution est mise aux voix, elle ne passera pas. C'est ce qu'a répété en tous les cas Robert Wood, l'ambassadeur adjoint des États-Unis à l'ONU. Donc ici, le positionnement des États-Unis ne laisse plus de doute, Gamal Abina. C'est un positionnement, non pas de soutien, mais au fait, on a l'impression que celui qui fait la guerre à Gaza, ce sont les États-Unis, mais bien sûr que l'action est faite tout simplement par l'entité sioniste et que l'entité sioniste n'est, si vous voulez, que l'instrument. Vous savez, les États-Unis, c'est pas compliqué. L'entité sioniste, c'est un instrument, vous venez de le dire. Les États-Unis ont un poltron qu'ils appellent Israël dans la région, qui leur sert très bien leurs intérêts. Tout l'appareillage militaire vient des États-Unis, toute l'idéologie est américaine, c'est une idéologie de domination. N'oublions jamais que les États-Unis se sont bâtis sur un bain de sang et un génocide. On commence par le début. N'oublions jamais que les États-Unis ont produit 2 mini-génocides avec Hiroshima et Nagasaki avec des bombes atomiques. N'oublions jamais que les États-Unis ont détruit 6 pays arabes sur les 22 que compte la Ligue arabe. Je parle évidemment de la Libye, de la Syrie, ça va de soi, de l'Irak et pendant 30 ans. On parle de la Somalie qui n'existe plus. On parle de la Palestine qui a été atomisée. On parle du Yémen qui a été effectivement largement détruite. On parle du Liban où les États-Unis sont intervenus et ont aussi produit beaucoup de massacres. Chaque fois, les États-Unis sont intervenus, même en Égypte, en 1956, ils sont intervenus directement, enfin indirectement, c'était l'Angleterre et la France, excusez-moi, mais les États-Unis en sous-main sont toujours intervenus contre l'Égypte, et en 1973 particulièrement. Et donc aujourd'hui, il faut comprendre que ceux qui sont à la manœuvre, ceux qui font la loi, ce ne sont pas ces poltrons de sionistes, parce qu'on se souvient qu'en 1993, par exemple, lorsque James Baker dit au petit Shamir, tu vas faire ce que je te dis, sinon je te coupe ton argent, Shamir s'exécute. Oui. Parce que le maître, ça reste l'Amérique. L'Amérique est à la manœuvre, l'Amérique vend des armes, 600 milliards de budget pour rien que pour l'Arabie Saoudite. L'Amérique vend des armes à l'Égypte. L'Amérique vend des armes à tous ces pays alliés dans la région, à des bases dans la région, à des intérêts considérables puisqu'il y a le pétrole, le gaz et les fameuses routes de la soie qui sont en train de s'installer. Donc les États-Unis ont toujours été à la manœuvre et ont toujours été plus sionistes que les sionistes. N'oublions jamais une chose, c'est que ceux qui donnent les ordres, Biden, quand il parle des États-Unis par rapport à l'entité sioniste, il dit « je suis sioniste » alors qu'il n'est pas juif. Lorsque Blinken va rencontrer son frère, puisqu'on peut parler de fraternité, le criminel de guerre, donc qui est à la tête de l'État sioniste d'extrême droite, Netanyahou, il dit « je suis sioniste et je serai avec vous de façon éternelle ». Donc, il ne faut pas se poser de questions. Les États-Unis ont cherché pendant 30 ans, puisque l'URSS n'existait plus, une sorte d'ennemi comme ça mythique qu'ils appelaient l'islamisme politique arabe. Ça n'a pas fonctionné. Maintenant, ils sont directement à la manœuvre. Alors pourquoi le reste de l'Occident ne suit pas? Parce que les peuples occidentaux, tous autant qu'ils sont jusqu'aux États-Unis, commencent à voir quand même qu'il y a une barbarie exercée par l'extrême droite qui massacre une population qui est chez elle, les Palestiniens, qui s'autorise à tuer des civils et qui commet des crimes de guerre à répétition, qui bombarde une première fois un hôpital, puis après, quand ça passe, on bombarde tous les hôpitaux, qui systématiquement assassinent les populations civiles et ne fait aucune différence entre les civils et les rares combattants que possède la Palestine. Donc aujourd'hui, le monde entier voit qui est le criminel, voit qui est l'arrogant, voit qui traite les Palestiniens d'animaux humains.
des termes nazis, on le rappellera jamais assez, et le monde entier commence à se demander pourquoi ce petit monstre qu'ils ont créé dans la région continue à se comporter comme s'il avait le droit de faire ce qu'il voulait. Simplement parce qu'il a le droit de veto états-unien, qui est un déni de démocratie, qui est une dictature. Et moi, j'ai envie de dire simplement, excusez-moi pour être un peu long, j'ai envie de dire simplement que l'Algérie devrait peut-être proposer à l'ONU l'abrogation des droits de veto autorisés aux 5 grands dont l'Afrique n'est pas partie prenante. On doit arrêter avec ce droit de veto qui est un droit dictatorial. Au nom de quoi un pays peut se remettre contre 185 nations. Il y a un problème réel caractérisé, 190 nations même. Il faut tout faire pour que ce droit de veto s'arrête, ou alors si le droit de veto continue, à ce moment-là, quittons l'ONU. Je ne vois pas l'intérêt d'être dans un établissement où à chaque fois qu'il y a un problème, si les États-Unis ne sont pas d'accord, mettre un droit de veto, ça bloque tout. Donc aujourd'hui, c'est ça la question. La clé n'est pas du tout du côté des sionistes qui sont les jouets des Américains, la clé est du côté des États-Unis. Alors, Riyad Sidawi, ça se voit de plus en plus. Je veux dire, c'est de plus en plus plausible qu'aujourd'hui, ce qui mène la guerre contre Gaza n'est que l'entité sioniste, peut-être en apparence, mais derrière, c'est finalement les États-Unis. Est-ce que ce n'est pas un peu trop exagéré que de dire aujourd'hui que cette guerre est menée tout simplement par les États-Unis contre Gaza? Absolument, vous avez raison, c'est une guerre américaine et c'est la continuité d'ailleurs. Éliminer Saddam Hussein et l'invasion de l'Irak en 2003 qui était une invasion injuste, sans passer même par le Conseil de sécurité, rappelons-le. La même chose aussi en Libye en 2011, la résolution 1973 du Conseil de sécurité ne stipule jamais l'invasion et la destruction de l'armée libyenne ou du régime libyen, c'est interdit par le droit international. C'était une résolution qui parlait de l'instauration d'une zone d'exclusion aérienne, et puis qui parlait vaguement d'une phrase « protéger les civils libyens ». Mais finalement, on a cassé, on a détruit un pays jusqu'à nos jours. Nos frères libyens souffrent et leur problème n'est pas résolu. Donc, c'est une guerre américaine. D'ailleurs, il y avait un espoir. Les pays arabes à leur tête, l'Algérie, les républiques, l'Irak, le Liban, la Syrie, la Tunisie, la Libye, avec l'appui de l'État du Koweït et l'appui du sultanat d'Oman aussi, il faut le dire, deux pays de Golfe. Pendant le sommet arabe de Riyad, il y avait un projet qui parlait de l'usage de la carte du pétrole contre les États qui soutiennent inconditionnellement, aveuglement l'entité sioniste. Et là, ça a été avorté. Ça a été malheureusement avorté. Donc, les Américains sont trouvés à l'aise. Voilà, on peut faire tout ce qu'on veut, puisqu'on a certains régimes arabes qui sont derrière nous et qui sont nos alliés. Et donc, on a une carte blanche. On a une carte blanche. Reste l'inquiétude vis-à-vis de l'opinion publique arabe. Parfois, parce que la normalisation, à titre d'exemple, avec l'entité sioniste, c'est l'Union européenne qui a publié des sondages d'opinion. Plus que 85% des Arabes sont contre la normalisation avec l'entité sioniste. Et ça, c'est au Maroc. Le reste, c'est parfois 99,99% sont contre la normalisation avec Israël. Donc, les Américains disent non, on a des régimes arabes, souvent des monarchies, qui servent nos intérêts. On a des bases militaires dans ces pays. Donc, on se permet d'écraser Gaza, ou comme on a écrasé l'Irak ou la Libye, on a essayé avec la Syrie. Heureusement que l'intervention russe massive et forte a mis fin au projet américain. Mais ça va continuer. C'est pour cette raison il faut plus être diplomate aujourd'hui. Avec la votation d'hier, c'est clair. Les Américains sont ni neutres ni objectifs. Ils sont impliqués totalement dans cette guerre contre la population palestinienne à Gaza. Bien sûr, cela veut dire qu'il y aura de l'impunité, il y aura encore des bombardements, il y aura encore des massacres à Gaza, puisque de toute façon, l'entité sioniste est forte de l'appui très apparent, très avéré des États-Unis, même si ce double discours, en tous les cas, fonctionne jusque-là, puisque de toute façon, les États-Unis, après avoir donc imposé leur veto, se disent quand même inquiets de ce qui se passe à Rafah, Gamal Abina. Voilà un discours hypocrite. Alors, la question aujourd'hui, maintenant que la situation est telle qu'elle est, ou est ce qu'elle est aujourd'hui, nous sommes à plus de 29 000 martyrs à Gaza. Combien de morts faut-il encore pour espérer obtenir ou décrocher ou avoir, ou je ne sais pas comment on peut dire ça, un cessez-le-feu à Gaza?
Le seul moyen pour qu'il y ait un cessez-le-feu, c'est que l'Égypte intervienne militairement et que les pays de la région qui trahissent... De quelle manière, Gamal, militairement? Une intervention militaire directe qui frappe, qui est les frappes égyptiennes. Cette armée inutile, qui est la 14e armée au monde, aujourd'hui accepte que leurs frères palestiniens soient massacrés. S'il n'y a pas une grande puissance arabe qui intervient, on n'obtiendra rien. Sinon, il y a aussi l'arme du pétrole qui a été proposée, mais la plupart des régimes traîtres qu'on appelle souvent, c'est souvent les monarchies, ne suivent pas, voilà. Et puis la dernière chose, l'objectif de Netanyahou, qui est un criminel de guerre, il faut le rappeler, il ne faut jamais oublier que c'est un criminel de guerre d'extrême droite, dont le papa était fan de Mussolini. Ça vous donne un petit peu le pédigré de la famille, des vrais fascistes. Eh bien, ce fasciste-là veut l'extermination de la présence palestinienne, soit en les tuant directement, il espère tuer 120 000 Palestiniens par rapport aux 1200 sionistes qui ont été tués, ou alors simplement les déporter, il faut utiliser les termes, déporter du côté de l'Égypte qui n'en veut pas. Donc il veut créer une nouvelle Nakba, c'est le rêve de ce barbare qui dit « je ne veux pas de Palestine, je ne veux pas de Palestiniens sur mon territoire, je veux nettoyer, un nettoyage ethnique, le territoire ». Eh bien, quand ça peut s'arrêter, c'est le jour où peut-être aux États-Unis, il y aura des manifestations de plus en plus grandes, de plus en plus violentes, qui diront « il faut en finir avec la barbarie de Biden, qui est le principal soutien, le principal acteur dans la région, ça a été rappelé, qui envoie ses bateaux de guerre pour empêcher que l'Iran intervienne, par exemple, qui envoie des missiles et des armements, qui augmente les budgets militaires de façon considérable au détriment de l'Ukraine, il faut le rappeler, et qui ne respecte rien, parce que cet homme-là n'est pas un démocrate, cet homme-là n'est pas un homme de droit, c'est un homme de force. Il a voté les budgets en 2003 pour l'Irak, il continuera toujours la guerre parce que cet homme est mu par un sentiment de guerrier très violent, que n'avait pas Trump d'ailleurs, il faut le rappeler, même si Trump n'était pas un ange, au moins à ce niveau-là, il a essayé de faire la paix avec son plan Abraham qui n'était pas forcément ce que j'aime, mais dans tous les cas de figure, il y avait une démarche où il voulait plus de paix que de guerre. Eh bien, Biden est un barbare qui veut la guerre. Le seul président américain qui voulait la paix réellement dans la région s'appelait Jimmy Carter. C'est le seul qui avait l'honnêteté de le faire. On a vu le résultat. Riyad Sidawi, alors jusqu'au jour d'aujourd'hui, depuis le 7 octobre, depuis le déclenchement donc, de l'opération déluge d'Al-Aqsa, il n'y a pas eu réellement où le Conseil de sécurité n'a pu obtenir ne serait-ce qu'une trêve humanitaire, hormis celle qui a été donc enregistrée au début, c'est-à-dire la première étape de l'opération ou de la guerre sioniste contre Gaza. Nous n'avons pas, ou la communauté internationale n'a pu décrocher la moindre trêve depuis. Alors, à quoi finalement sert un Conseil de sécurité ou une Assemblée générale des Nations Unies qui n'arrive même pas à aller à l'encontre d'une injustice qui est faite à l'encontre d'une population, une injustice historique qui restera comme une tache noire, et donc finalement juste un Conseil de sécurité qui appose son veto pour que la souffrance perdure. Finalement, est-ce qu'on ne doit pas tout repenser? Oui, évidemment. Et qui le fera d'ailleurs? Il faut signaler qu'il y a un dysfonctionnement total du Conseil de sécurité. D'ailleurs, pendant la guerre froide aussi, il y avait toujours souvent un blocage du Conseil de sécurité entre les États-Unis d'Amérique et l'Union soviétique qui utilisent alternativement leur droit de veto. D'ailleurs, la Russie, comme j'ai dit, la Chine ont utilisé le droit de veto contre une résolution américaine injuste. Et les Américains et les Russes, ils ont présenté une résolution comme l'Algérie qui vise à un cessez-le-feu, mais qui a été bloquée par un veto américain. Le dysfonctionnement du Conseil de sécurité, ça ne date pas d'aujourd'hui, depuis la guerre froide. Reste l'Assemblée générale. Certes, la cause palestinienne a gagné à l'Assemblée générale puisque la majorité écrasante des États ont été en faveur de la cause palestinienne, en faveur de Gaza. Il n'y a que 10 États qui ont voté contre, à leur tête les États-Unis d'Amérique, l'Ukraine et d'autres pays même qu'on ne les connaît pas, qui ne sont pas connus même. Donc, c'est un dysfonctionnement. On a fait un recours à la Cour internationale de la justice. L'État de Sud-Afrique a fait un excellent travail. Espérons qu'il va aboutir à quelque chose. Il reste aussi la Cour pénale internationale, aussi à La Haye, qui va traiter des dossiers des personnes et non pas l'État sioniste, mais le dossier de Netanyahou, le dossier de 15, du ministre de la Défense, du chef de l'armée, du chef d'état-major, etc. Mais le monde est injuste. Nous sommes toujours face à la loi de plus fort. C'est la force qui a toujours dominé depuis la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est théorique, c'est ça la différence entre des beaux textes théoriques. La charte de l'ONU est tellement beau, mais en réalité,
Et il y a tellement de souffrance, d'oppression, du sang qui a coulé. Et on voit aujourd'hui l'hypocrisie américaine face à ce qui se passe à Gaza. Merci beaucoup, Riyad Sidawi. Je vous rappelle que vous êtes directeur du Centre de recherche arabe basé à Genève. Merci également à Gamal Abina d'avoir été avec nous, expert en questions internationales. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de l'Échiquier international et pour parler également de la souffrance des Palestiniens à Gaza. Au revoir.